Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. Dans l'actualité nationale, le Premier ministre en première ligne au sommet mondial sur la sécurité alimentaire en Italie. Aux nouvelles mondiales, en Algérie, 34 victimes, dont 10 militaires perdent la vie dans un incident dévastateur. C'était le titre, mesdames et messieurs, le journal au complet. Je vous le disais dans les titres, à la tête d'une délégation de haut niveau, le Premier ministre, son Excellence M. Abdelkader Kamel Mohamed, accompagné de M. Mohamed Ahmed Awale, ministre de la Culture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques, prend part à Rome à la réunion au bilan des Nations Unies sur la transformation des systèmes alimentaires qui a débuté hier matin, 24 juillet 2023, et qui va durer jusqu'au 26 juillet 2023. Au cours de cette journée, le Premier ministre a rencontré au siège de la FAO M. Kou Dongyu, directeur général de cette institution qui abrite cette réunion cruciale pour la sécurité alimentaire mondiale. Au cours de leurs échanges, diverses questions focalisées sur ce thème ont été abordées, accordant une place privilégiée au dessalement de l'eau de mer et à l'énergie. À la requête de la partie djiboutienne, il est convenu d'accompagner Djibouti sur divers projets dont il est porteur, et notamment la création d'un parc de palmiers et dattiers à Hanlé et des serres acclimatées. Il a été également acté de la prochaine visite du directeur général de la FAO à Djibouti pour voir des visu les besoins essentiels et prioritaires de notre pays. Pour sa part, le directeur général de la FAO a suggéré que Djibouti, du fait de sa position géographique, doit songer à la création d'un parc agro-industriel de transformation qui va desservir toute la région et africaine et de la péninsule arabique. Un tel projet sera une bonne opportunité de développement et de création d'emplois à l'instar de Singapour. Au cours de cette même journée, le Premier ministre djiboutien a participé à un déjeuner offert par la Première ministre italienne et à laquelle ont été également conviés le président somalien, le Premier ministre éthiopien, le vice-président kényan. Des questions d'intérêt mutuel de la sous-région ont été partagées avec la chef du gouvernement italienne. La Première ministre, Mme Giorgia Meloni, s'est montrée enthousiaste à pouvoir accompagner Djibouti dans son programme d'exploitation de la géothermie. En marge de ce sommet, le Premier ministre a eu un entretien avec son Excellence M. Hassan Sheikh Mahmoud, président de la République fédérale de la Somalie. Les échanges très cordiaux ont principalement porté sur la situation régionale et particulièrement sur la sécurité, le changement climatique et la coopération régionale entre nos deux pays frères. Enfin, cette journée marathon a été clôturée par l'intervention remarquée du Premier ministre, son Excellence M. Abdelkader Kamel Mohamed, à la séance plénière sur la sécurité alimentaire en présence du secrétaire général de l'ONU, M. Guterres, et divers chefs d'État et de gouvernement du monde entier. Il a mis en exergue les mesures localement prises pour contenir les effets néfastes suscités par l'augmentation des prix mondiaux, des denrées alimentaires et des carburants, ainsi que par les effets de la sécheresse dans la Corne de l'Afrique. Il a cité également, entre autres, que le plan d'action national visant à protéger notre population des répercussions économiques négatives de la crise internationale mis en œuvre par le gouvernement de Djibouti. Ce plan vise notamment à atténuer la flambée des prix, en particulier pour les produits de première nécessité. Il a aussi évoqué qu'il est incontournable d'éliminer tous les obstacles à la commercialisation équitable des produits agricoles. Et en substance, il a souligné que le meilleur système alimentaire mondial ne connaîtra le succès que grâce à des innovations techniques et à la mobilisation de nouveaux acteurs, et que la réalisation des ODD nécessite une action collective. Au cours de cette intervention, le Premier ministre a insisté qu'il est impératif d'unir nos forces en tant que pays, gouvernement, organisations internationales et société civile pour relever les défis complexes. Ce sommet est une occasion unique pour partager les meilleures pratiques, renforcer les partenariats et mobiliser des ressources supplémentaires pour soutenir les pays en développement dans leurs efforts de transformation dans le système alimentaire, a-t-il réaffirmé. Autre actualité nationale, c'est dans le cadre de sa visite de travail à Djibouti que le président des investissements Afrique-Asie du Fonds souverain du Qatar, le Cheikh Faisal Thani Al Thani, s'est rendu à l'Escale International Hotel. À son arrivée sur le site, le Cheikh Faisal Thani Al Thani a été reçu par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
le ministre de l'Équipement et des Infrastructures, ainsi que le président de l'Autorité des ports et des zones franches et le commandant des opérations des ports. Au cours de cette visite, la délégation qatari a examiné de près les opportunités d'investissement disponibles à Djibouti dans divers domaines, notamment dans les ports, la logistique, les aéroports, les mines, l'agriculture et le tourisme. Cette visite s'est achevée par une réunion de travail tenue par les deux parties où ils ont discuté en profondeur les voies et moyens de renforcer les coopérations bilatérales déjà existantes entre Djibouti et Doha dans les domaines subventionnés, en présence de l'ambassadeur de Djibouti au Qatar, M. Taïb Dubed Roble, et le chargé d'affaires de l'ambassade de l'État du Qatar à Djibouti, M. Ibrahim Al-Shuraim. Une délégation de haut cadre du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, conduite par le secrétaire général du MENFOP, M. Mohamed Abdallah Mahyoub, s'est rendue le dimanche 23 juillet 2023 à Antananarivo, à Madagascar, pour participer à un atelier régional organisé conjointement par le ministère de l'Éducation de Madagascar et le Partenariat mondial pour l'éducation, les GPE. On prépare également à cet atelier des délégations des ministères de l'Éducation de Madagascar, du Burundi et de la Côte d'Ivoire, ainsi que de représentants de la Banque mondiale, de l'UNICEF, de l'UNESCO. Concernant l'expérience de Djibouti, il y a eu lieu de souligner les avancées notables que le MENFOP a réalisées en matière d'accès, de qualité et de gouvernance du système, effort et acquis appréciés et reconnus par la GPE. Il convient de préciser que cet atelier régional se veut l'occasion de fournir un cadre de réflexion et d'échange visant à développer une compréhension commune du nouveau modèle de financement du partenariat mondial pour l'éducation du GPE 2025 et de tirer parti des échanges entre pairs comme moyen de peaufiner les réformes prioritaires basées sur des données probantes. Pour ce faire, il s'agira d'identifier les défis et les opportunités potentielles, vecteurs de la transformation attendue des systèmes éducatifs à travers notamment un partage d'expériences qui permettra à chaque pays d'enrichir ses réflexions et de finaliser la définition de sa réforme prioritaire sur la base de l'analyse de contextualité et de facteurs favorables réalisés par chaque pays en amont de cet atelier. Chacun des trois pays s'est d'ores et déjà engagé dans l'élaboration d'un pacte de partenariat. On écoute à présent le représentant des pays du GPE. Voici ses propos. Cette semaine, un atelier à Madagascar, un atelier régional qui regroupe plusieurs pays, notamment Djibouti, ainsi que le Burundi et l'équipe nationale de Madagascar, donc pour discuter ensemble et partager des expériences sur les secteurs de l'éducation de chaque pays, pour voir les progrès, les forces et aussi les défis qui persistent dans chaque système éducatif. Donc nous aurons l'occasion de nous entretenir avec la délégation djiboutienne des progrès dans la mise en œuvre de la réforme nationale, notamment avec le projet PRODA qui a été mis en œuvre, qui a débuté il y a quelques années. Le programme donc, qui est dirigé par les autorités nationales, par le ministère, le MENFOP, avec l'appui de la Banque mondiale, qui est agent partenaire pour le Partenariat mondial pour l'éducation, pour faire en sorte que tous les enfants aient une chance d'accéder à l'école et une école de qualité, une éducation de qualité. Donc, il y a beaucoup de progrès qui ont été faits. Les résultats sont là. On a pu observer les résultats du projet PRODA. Cet atelier, cette semaine, permettra de discuter, de passer en revue tous ces résultats et les résultats au-delà du PRODA également, tout ce qui est mis en œuvre par le ministère de l'Éducation nationale. Et nous pourrons aussi discuter de la vision du secteur pour les prochaines années, dans le cadre de la mise en place d'un pacte de partenariat. C'est un nouveau modèle qui est proposé par le Partenariat mondial pour l'éducation et Djibouti s'inscrit dans cette initiative pour donc contribuer à la mise en œuvre du nouveau schéma directeur pour les 15 prochaines années. Autre actualité nationale, l'ONARS, l'Office national d'assistance des réfugiés et sinistrés
en collaboration avec le bureau du HCR à Djibouti, a organisé aujourd'hui à l'hôtel Kempinski Palace une réunion de coordination nationale du cadre d'action globale pour les réfugiés sous l'acronyme du CRFF. Une réunion qui a rassemblé différents acteurs et parties prenantes impliqués dans la mise en œuvre de ce projet. Cette réunion, dirigée par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, M. Siraj Omar Abdulkader, a vu la participation du représentant du HCR, du secrétaire exécutif de l'ONARS, M. Hussein Hassan Darar, ainsi que le représentant et les points focaux de toutes les institutions concernées. L'objectif de cette réunion visait les préparatifs du Forum mondial pour les réfugiés prévu à la fin de cette année, en décembre prochain à Genève. Un rapport d'auto-évaluation a été présenté par une consultante pour édifier le bilan des réalisations de la République de Djibouti en matière des engagements pris par notre pays en 2019 lors du premier forum sur les réfugiés. L'occasion pour les parties prenantes du cadre d'action globale des réfugiés de s'accorder d'efforts et réflexions pour aller en face du monde avec des priorités et des défis bien définis. Je vous emmène au sud à présent, après la sous-préfecture de Hol-Hol et les localités rurales en l'éloigné du chef-lieu. Le préfet de la région d'Ali Sabieh, M. Abdelmalik Mohamed Benoïta, a entrepris dimanche des visites successives dans le village d'Ali Adeh et la localité rurale frontalière de Gestir. Ces déplacements de nouveaux préfets de cette région du sud-est du pays s'inscrivent dans le cadre de ces prises de contact avec les chefs-lieux de chefs de village, les chefs coutumiers, les membres des les habitants et les employés du ministère de la Santé publique de postes de santé. Au cours de chacun de ces visites, le représentant du pouvoir public est accompagné par une forte délégation composée de la préfète adjointe, Mme Saïd Ouabri Assowe, des députés Filsen Abdullahi, Abdurrahman Awale, le président du conseil régional par intérim, M. Nouh Saïd Gouldon. Après Ali Adeh, le convoi du préfet a mis le cap vers la localité rurale et frontalière de Gestir, l'endroit qui est situé à quelques encablures du point de jonction de 3 lignes frontalières entre Djibouti, la Somalie et l'Éthiopie. Il possède une petite école de base et un poste de santé dont la population s'est réjouie de leur réalisation. Arrivé sur place, le préfet Abdul Malik et les membres de sa délégation ont été accueillis par le chef de village et les hommes, les femmes et les enfants par des danses folkloriques traditionnelles. Quelques instants après, les visiteurs de marque ont engagé les dialogues avec les villageois. Le préfet d'Ali Sabieh a dans une réaction profondément remercié tout le monde dans leur accueil chaleureux. Il a annoncé « ne peut rien faire seul sans la collaboration des uns et des autres ». Et je cite, d'ici là, il a ordonné à son rapporteur de noter les souhaits irrésistibles parfois annoncés par les habitants avides de solutions à une situation donnée. Au nord du pays à présent, où c'est dans la journée du lundi 24 juillet 2023, s'est tenu le déplacement du nouveau préfet de la région d'Obok, M. Moussa Aden Migane, dans la localité de Assassan, village périphérique de la ville d'Obok. Cette visite du nouveau préfet s'inscrit dans le cadre du rapprochement des administrés et de l'administration et de prise de contact avec la communauté rurale. Dans son déplacement, M. Moussa Aden Migane était accompagné par une forte délégation, à savoir le président du conseil régional d'Obok, par intérim M. Ahmed Ali Mohamed, l'honorable député de la région, M. Kamel Ahmed, mais aussi le député de la circonscription, les élus locaux, les forces de l'ordre et les principaux collaborateurs. Après avoir vivement souhaité la bienvenue au préfet et le remercier pour le choix de Assassin, les représentants de la population à tour de rôle soulevaient les différentes préoccupations. Au cours de cette réunion, la question principale ayant dominé le débat était la question de l'eau, surtout en cette période de forte chaleur et de sécheresse. Et les discussions et les échanges se sont tenus dans un climat de convivialité et de partage.
Voici l'intervention du préfet de Moussa Aden Migane lors de la rencontre avec les habitants. Je vous remercie tout d'abord de l'accueil chaleureux que vous m'avez réservé aujourd'hui donc à Assassan. Comme vous l'avez constaté, donc j'ai commencé ma tournée par Assassan. Pourquoi? J'ai choisi Assassan parce qu'Assassan est très important pour Obok et surtout pour l'agropastoralisme, c'est l'agriculture. Donc on veut que Assassan devienne un modèle pour Obok. Puisque Assassan a commencé par l'agriculture, nous allons mettre tous nos efforts sur Assassan pour que l'agriculture de Assassan soit un modèle pour toute la région et pour que les autres puissent suivre le modèle de Assassan. Malheureusement, cette année, donc, nous subissons une sécheresse très sévère et la conséquence, c'est que nous n'avons pas d'eau. Dans toute la région, donc, nous avons beaucoup de problèmes d'eau. Les puits traditionnels se tarissent et il ne reste que les forages. Donc nous allons essayer de rechercher une réponse à cette question avec la communauté internationale et avec l'État. On va essayer donc de développer Assassan en premier, mais on ne peut pas parler de développement si d'abord on ne parle pas de paix, de sécurité. J'ai entendu vos doléances aujourd'hui. Il y a beaucoup de doléances donc, qui sont réalisables, qui ne sont pas compliquées. Mais par contre, la question de l'eau est toujours là. Et c'est la première chose que nous allons essayer de résoudre. C'est la question de l'eau. Parce que dans le cadre de la résilience, après l'eau, la priorité, c'est l'éducation et la santé. Aujourd'hui, c'est ma première venue donc, pour nous connaître. Hein. Mais sinon, vous allez me voir souvent ici à Assassan. Après la rencontre, la délégation, dirigée toujours par le préfet d'Ali Sabiye, M. Moussa Aden Migane, a visité les différents projets locaux axés sur l'agriculture et l'élevage de Soublali. Ce projet s'inscrit dans le cadre des activités d'agropastoralisme tout en restant attentif aux préoccupations en apportant des solutions adéquates. Cette visite a permis de mieux comprendre la réalité et les besoins de la population ainsi que les opportunités de développement à saisir. Grand format de ce journal, le village de Daïr, une destination très prisée par les vacanciers djiboutiens et les touristes nationaux et étrangers. Voici le grand format de ce journal sur les vacanciers au Daïr. De par son climat doux et agréable en toute saison et son hospitalité légendaire, le village du Daï est depuis toujours une destination très prisée par les vacanciers djiboutiens et les touristes nationaux et étrangers. Depuis la ville de Tadjoura, chef-lieu de la région, moins de 50 km vous séparent du village de Daï en passant par Randa. Le village de Daï constitue la plus importante agglomération de la sous-préfecture de Randa. Le nombre d'habitants varie entre 3 000 et 5 000 personnes suivant les saisons. Il faut savoir que le village du Daï culmine à 1600 mètres d'altitude et est au cœur du massif de Goda, dans les montagnes présentent des pics à plus de 1750 mètres d'altitude.
Chaque année, surtout durant la saison chaude, les populations de la capitale ou encore celles des régions affluent en masse vers les contrées les moins enclins à présenter des températures élevées. Le village de Daï répond effectivement à ce critère tant recherché par les vacanciers djiboutiens qui viennent le plus souvent en famille pour respirer l'air frais et naturel de cette chaîne de montagnes qu'est le massif du Goda. Ces familles débarquent le plus souvent en famille, avec résidence chez des membres de leur famille ou des connaissances habitant au Daï ou tout simplement en louant des maisons spécialement aménagées à cet effet. Et qui dit afflux massif des vacanciers dit entre autres relance de l'économie au niveau local pour le plus grand bonheur des commerçants qui ne lésinent pas sur les moyens pour répondre aux besoins des nouveaux arrivants. Qui dit vacances dit également organisation de compétitions et de loisirs. Pour échapper à l'ennui mais aussi s'épanouir, ces vacanciers, avec le soutien des responsables locaux, mettent en place des activités sportives individuelles et collectives. Nous sommes allés, durant ce reportage, à la rencontre de la famille du jeune Abayezid Ali Youssouf, un jeune cadre exerçant entre la localité de Sagalou et la capitale et qui a décidé de passer ses vacances d'été en famille au Daï. Nous sommes en vacances ici au Daï depuis le 11 juin dernier. C'est le climat doux et frais qui nous a attirés ici. Certains de nos compatriotes préfèrent passer leurs vacances chez notre grand voisin éthiopien ou encore en Europe ou ailleurs. Personnellement, je n'en vois pas l'intérêt, puisque nous avons les mêmes conditions climatiques dans certaines régions de notre pays. C'est la première fois que ma famille et moi passons nos vacances ici au Daï. Et tout au long de cette visite, nous étions accompagnés par un des leaders communautaires du Daï, M. Ali Dabalé, qui s'est fait un devoir de partager avec nous son amour et son admiration pour ces contrées si attractives et si apaisantes. Je suis résident du Daï. Cette année, on a eu beaucoup de vacanciers. Tout se passe bien, la température est clémente. Il y a l'ambiance. Cette année, la région a connu une forte pluie. Donc, la température est plus clémente. Et les familles qui passaient des vacances ailleurs, en Éthiopie ou dans d'autres localités, sont venues passer leurs vacances ici. Donc, je pense que cette année, on a plus de familles. Nous avons, je pense, un peu plus de 100 familles qui sont venues passer leurs vacances ici. Une centaine de familles donc qui sont venues passer les 3 mois de vacances au Daï, un chiffre impressionnant et qui ne cesse de s'accroître d'année en année. Fuir les fortes chaleurs de l'été est une des principales préoccupations des familles djiboutiennes durant les vacances d'été, si ce n'est la première préoccupation. La République de Djibouti n'étant aucunement épargnée par le réchauffement climatique qui s'opère au niveau planétaire, ces rares contrées, immunisées contre les vagues de chaleur continues et intenses, sont les seuls échappatoires contre ce genre de phénomène destructeur. Aux nouvelles internationales, à présent, je vous le disais dans les titres, l'Algérie est en proie à de nombreux incendies. En cette saison estivale, au moins 34 personnes, dont 10 militaires, ont péri dans la nuit de dimanche à lundi dans des feux de forêt qui ont touché 3 départements au nord du pays, selon un nouveau bilan publié par le ministère de l'Intérieur lundi soir. Un précédent bilan faisait état de 15 morts et 26 blessés en raison des incendies qui ont touché une quinzaine de wilayas, préfectures du nord-est du pays. Des soldats se sont retrouvés encerclés par les flammes alors qu'ils étaient évacués du Beni Kisla dans la préfecture de Béjaïa, accompagnés des habitants des hameaux limitrophes, a indiqué pour sa part le ministère de la Défense. Autre nouvelle internationale, suite aux récents événements qui ont eu lieu au Danemark et à la Suède portant sur la profanation du Saint-Coran, le gouvernement algérien a pris des mesures diplomatiques en convoquant les représentants de ces 2 pays en Algérie. Cette action vise à protester contre les récentes profanations du Coran qui ont eu lieu à Copenhague et Stockholm. Selon le communiqué émis par le ministère des Affaires étrangères, l'Algérie a condamné fermement ces actes jugés immoraux et inciviques et a souligné qu'ils portent atteinte à tout ce qui est sacré pour les musulmans dans le monde.
Les autorités algériennes ont affirmé que de tels actes ne peuvent être justifiés au nom de la liberté d'expression, comme certains tenteraient de le faire. L'Algérie a appelé le gouvernement danois et suédois à prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher la répétition de ces incidents, soulignant que ces actes nuisent aux valeurs de tolérance et de coexistence entre les différentes religions. Dans le même sillage, l'Irak a également décidé d'expulser l'ambassadrice suédoise en représailles à ces actes de profanation. La situation diplomatique de la Suède s'est encore compliquée avec la réaction de l'Arabie saoudite et de Téhéran. Les représentants des missions suédoises dans ces pays ont été convoqués afin de protester contre l'autorisation donnée par Stockholm pour ces actes de profanation du Coran. Le ministère saoudien des Affaires étrangères a annoncé qu'une note de protestation sera remise au chargé d'affaires suédois, demandant des mesures immédiates pour mettre fin à de tels agissements jugés honteux. Les actes de profanation autorisés par les autorités suédoises devant l'ambassade d'Irak à Stockholm ont été perpétrés par un Irakien réfugié en Suède. Bien que le livre sacré n'ait pas été incendié comme annoncé, il a été piétiné et mis en pièces, suscitant l'indignation dans plusieurs pays. La Suède et le Danemark se retrouvent donc confrontés à une situation diplomatique complexe avec plusieurs pays du Moyen-Orient. Les tensions restent vives et les autorités suédoises sont maintenant sous pression pour trouver une résolution à cette crise qui a des répercussions internationales. C'est tout pour ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.